7h sur la première. RTS Info, la matinale. Et merci d'écouter la matinale. Merci également de nous rejoindre si vous nous regardez sur RTS2 mardi 4 octobre. Un paradoxe à la une ce matin. D'un côté, le tableau économique actuel, inflation, récession, pauvreté, pénurie. Et puis de l'autre, une Suisse qui s'en sort mieux que les autres, avec une inflation et un indice des prix à la consommation en baisse. Alors comment l'expliquer et comment aider malgré tout les bas salaires et les retraités qui, eux, souffrent? Beat Kapler est l'invité de cette matinale. Le journaliste économique vient de publier un livre en allemand, Vermögen für alle, la fortune pour tous. Bonjour Margot Reguin. Bonjour. Les titres du journal. Les ordonnances promises par le Conseil fédéral pour faire face à la pénurie d'électricité ne sont toujours pas là. La branche s'impatiente. Vous entendrez le directeur de la Société électrique des forces de l'Aubonne, Laurent Balsinger. Crédit Suisse continue de creuser son trou. Son action a massivement chuté hier. Les investisseurs sont inquiets, mais pour un spécialiste du domaine, la banque haut de voile est encore solide. La Corée du Nord a tiré un missile de moyenne portée ce matin. Il a survolé le Japon, générant de la panique auprès de la population. Détail avec notre correspondante sur place. Pénurie d'électricité, de gaz, la prise de conscience est là, mais quid de l'eau? Avec la canicule cet été, la gestion de l'eau est devenue un vrai business. Traquer les fuites, limiter notre consommation. Les innovations se multiplient. Exemple à 7h20 et un invité, Sébastien Apotello, le chef du service de l'eau en ville de Lausanne. À quoi faut-il s'attendre en cas de pénurie grave d'électricité? Comment le courant sera-t-il contingenté? Et surtout, qui aura encore du courant et qui n'aura plus, qui devra se voir couper l'électricité? Les détails de ces scénarios doivent être précisés dans des ordonnances. Des ordonnances que le Conseil fédéral n'a toujours pas publiées. De quoi susciter l'impatience au sein de la branche. Céline Fontana. La situation est complexe. Ces mots sont revenus plusieurs fois ces derniers jours dans la bouche de Guy Parmelin, en charge du dossier de l'approvisionnement énergétique. La complexité serait à l'origine du temps pris pour la publication des ordonnances sur l'électricité. Écoutez le conseiller fédéral, c'était au Conseil national mercredi dernier. Du fait de la structure du réseau, vous ne pouvez pas simplement dire « je contourne cette usine, je la laisse ouverte, et là à côté, je coupe ». Et là, ce sont des défis et c'est pour ça que ça prend davantage de temps. En cas de pénurie très grave d'électricité, le Conseil fédéral serait en effet contraint de couper le courant durant plusieurs heures par jour. Le réseau ne permet pas le délestage au cas par cas. Il faut couper par quartier, par commune. Tout le monde serait impacté ou presque. Car ce que doivent régler les ordonnances, ce sont précisément les exceptions et leur périmètre. La règle est que les consommateurs importants pour l'approvisionnement, comme les hôpitaux ou les feux bleus, sont épargnés des coupures d'électricité dans la mesure où cela est techniquement possible. Laurent Balsinger, directeur de la Société électrique des forces de l'Aubonne. Le retard qui est pris actuellement dans la publication de ces ordonnances empêche les différents acteurs, que ce soit le secteur électrique ou les hôpitaux, les feux bleus et tous les autres secteurs qui attendent impatiemment de savoir à quelle sauce ils seront manger, ça les empêche de se préparer. De se préparer en achetant des génératrices, par exemple, si ces entités ne peuvent techniquement pas être alimentées via le réseau d'électricité. Parmi les entreprises aussi, certaines nourrissent l'espoir d'être épargnées en cas de délestage. Selon nos informations, plusieurs entreprises en ont fait la demande via un courrier à l'administration fédérale. Là encore, une publication rapide des ordonnances permettrait de dissiper définitivement le flou, selon plusieurs observateurs. Pas de quoi faire accélérer le Conseil fédéral qui répond que 6 concepts et 6 projets d'ordonnance ont été élaborés, mais que leur état actuel ne se prête pas à une publication qui est prévue pour la fin de l'automne. L'action de Crédit Suisse n'en finit pas de dégringoler en bourse. Hier, elle perdait 10% à l'ouverture, touchant un nouveau plus bas à 3,5 francs, soit le prix d'un café. Malgré les efforts des responsables de l'établissement bancaire pour assurer les clients et la communauté financière, les investisseurs sont inquiets. Certains observateurs vont même jusqu'à imaginer un scénario à la Lehman Brothers, soit une faillite pure et simple. Mais pour Jean-Paul Jeckelman, directeur des investissements à la Banque Bonne-Croix, ce n'est pas possible. Les conditions dans le monde bancaire sont aujourd'hui très différentes de ce qu'elles étaient en 2007-2008, quand Lehman Brothers a eu ses problèmes. Aujourd'hui, tout le système bancaire est beaucoup mieux capitalisé. Toutes les instances de surveillance ont exigé des banques de maintenir beaucoup plus de fonds propres par rapport aux opérations qu'elles ont. Ce qui fait qu'un scénario à la Lehman Brothers
nous sommes aujourd'hui exclus. Ça veut dire que la banque, malgré toutes les spéculations, elle est quand même encore solide. La banque, elle est solide dans la constitution de son bilan. Elle est fragile dans ses activités. On voit que les 3 derniers trimestres ont été ponctués de pertes, alors que les autres banques faisaient des bénéfices. Et ça, évidemment, c'est un mauvais signe. Donc, indiscutablement, la banque, elle est aujourd'hui fragilisée dans ses opérations quotidiennes, mais son bilan reste solide. Jean-Paul Jekyllman de la banque Bonne-Haute avec Sylvie Belzer. Changer d'assureur, augmenter la franchise ou opter pour un autre modèle d'assurance, des astuces qui permettent d'économiser sur les primes jusqu'à 40% selon Comparis. Près de 900 000 Suisses seraient concernés, indique le comparateur en ligne aujourd'hui. La Corée du Nord a tiré ce matin un missile de moyenne portée au-dessus du Japon. Un énième tir cette année, mais plus inquiétant que les précédents selon les experts qui redoutent une escalade. Karine Nishimura, vous êtes notre correspondante à Tokyo. C'est un peu la panique ce matin au Japon. Les programmes de télévision ont été interrompus, l'alerte a retenti sur les mobiles des habitants de plusieurs régions du Japon. Ce tir de missile qui a survolé l'archipel avant de se perdre dans l'océan Pacifique a effectivement entraîné quelques instants d'effroi. L'engin a volé 22 minutes et s'est abîmé à 3000 km des côtes japonaises sans faire le moindre dégât au Japon. Mais le gouvernement, qui accentue la peur en demandant aux habitants des régions concernées de se mettre à l'abri, a immédiatement condamné fortement par la voix de son Premier ministre un acte de violence consécutif à d'autres tirs répétés depuis le début de l'année. Mais c'est la première fois depuis 2017 qu'un missile passe au-dessus du territoire nippon pour finir sa course de l'autre côté. Et que peut faire le Japon face à cette escalade ? Eh bien, la communauté internationale dans son ensemble est, selon les experts, assez démunie pour répondre à la Corée du Nord, si ce n'est par des condamnations fortes et des sanctions diverses. Mais Pyongyang poursuit ses développements technologiques. Ce tir en est une nouvelle preuve. Et selon l'universitaire Sosetsuri, la Corée du Nord pourrait procéder dans les toutes prochaines semaines à ce qui serait son 7e essai nucléaire. Et parmi les réactions, les États-Unis disent avoir déjà consulté le Japon et la Corée du Sud. Il s'agit d'élaborer une réponse internationale appropriée et robuste au tir, a précisé la Maison-Blanche. En Ukraine, après la prise de Liman dimanche, les forces ukrainiennes poursuivent leur progression, notamment dans la région de Kherson au sud. Pour les aider, l'Allemagne, le Danemark et la Norvège ont promis à Kiev de livrer des canons d'artillerie dès l'année prochaine. Les pays membres de l'Union européenne se sont aussi mis d'accord pour entraîner jusqu'à 15 000 soldats ukrainiens. Les derniers détails seront négociés à Bruxelles la semaine prochaine. Enfin, l'ONU se félicite de l'accord passé cet été entre Kiev et Moscou. Il a permis d'exporter 5 millions de tonnes de céréales. En mer Baltique, maintenant, les fuites de gaz des gazoducs sont presque terminées. Hier, les gardes-côtes suédois ont annoncé que des bouillonnements provoqués par des fuites ont été repérés au-dessus de Nord Stream 2. Ce n'est plus le cas sur Nord Stream 1. Une zone de 5000 marins, soit près de 10 km dans le secteur, a été bloquée pour permettre de faire la lumière sur ce sabotage présumé. La Russie, propriétaire des gazoducs, a déjà envoyé un navire, tout comme la Suède et le Danemark, dont les eaux territoriales sont concernées. L'Allemagne et la Pologne, aux intérêts énergétiques menacés, souhaitent également participer. Beaucoup de monde donc sur le terrain pour une opération délicate. Correspondance à Stockholm de Carlotta Morteo. Pour examiner des conduits de gaz à 80 mètres de profondeur, il faut du matériel de pointe, précisément un mini-sous-marin ou un mini-drone capable non seulement de filmer la taille du trou provoqué par l'explosion, mais aussi de prélever sur une superficie équivalente à 3 terrains de football des échantillons de sable dans lesquels on pourrait retrouver des fragments de bombes afin qu'ils soient analysés. Problème, parmi les acteurs concernés, seule la Russie possède ce type d'équipement et pourrait donc faire valoir que c'est à elle de mener les opérations. Or, au vu des soupçons quant à la responsabilité des Russes dans le sabotage des gazoducs, les Danois et les Suédois préféreront probablement emprunter du matériel aux Américains, eux-mêmes accusés par Moscou d'être impliqués dans les sabotages. La crainte, c'est que des preuves pouvant incriminer les uns ou les autres ne soient détruites ou que par manque de coordination, les réponses se révèlent contradictoires. Carlotta Morteo pour RTS Info, Stockholm. Et les dirigeants européens devraient demander à la Commission de faire une proposition pour plafonner le prix des importations de gaz. Une requête attendue pour vendredi alors qu'un sommet des dirigeants des 27 est prévu ce jour-là à Prague. Et à Bruxelles, aujourd'hui s'ouvre une négociation en lien avec un phénomène de notre époque, le télétravail. Les représentants du patronat et des syndicats vont discuter de la rédaction d'une directive à l'heure où cette pratique s'est accélérée avec le Covid-19. Un des points centraux sera la question de la prise en charge des frais liés au télétravail. Tension entre les États-Unis et l'Iran. Hier, le président américain s'est dit gravement préoccupé par la répression toujours plus violente contre des manifestants.
Il a promis de nouvelles sanctions contre les auteurs de ces violences. Le guide suprême iranien a directement répliqué. L'ayatollah Ali Khamenei accuse Israël et Washington d'avoir fomenté le mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Une centaine de personnes ont déjà perdu la vie. En Turquie, la hausse des prix à la consommation a franchi un nouveau sommet. Il a atteint un taux officiel de 83,5% sur un an ce mois. Alimenté par la hausse des prix de l'énergie et par la politique monétaire du président Recep Tayyip Erdogan, l'inflation touche tous les secteurs, à commencer par les transports et les denrées alimentaires. Alors, pour faire des économies, de nombreux Turcs privilégient les produits faits maison. C'est ce qu'a constaté Anne Handlauer sur un marché d'Istanbul. D'un œil expert penché sur l'étal, Fatoş achète les 2 principaux ingrédients de son concentré de tomates qu'on appelle salça en turc. Des tomates bien sûr et des poivrons. Elle remplira des bocaux entiers qu'elle consommera jusqu'au printemps. Fabriquer son propre salça, une habitude que cette retraitée avait un peu perdue. Mais le prix des conserves a tellement augmenté que Fatoş s'est remise au fourneau. Non sans pester sur la hausse du coût de son panier de courses. Tout est cher, partout. Même le marché est devenu cher, mais ça reste moins cher que dans les magasins. Alors autant cuisiner soi-même quand on le peut. C'est simple. En Turquie, si tu as de l'argent, tu manges. Si tu n'en as pas, tu ne manges pas. Selma, employée d'une coopérative qui vend ses salças sur le marché, confirme que ces produits ont moins de succès ces derniers mois. Chacun se demande comment il va passer l'hiver, faire ses propres salças, ses propres pâtes. C'était un peu passé de mode, mais c'est en train de revenir. Le bon côté, c'est que les gens mangent plus de produits cuisinés à la maison. Le mauvais, c'est que ça repose essentiellement sur le travail des femmes. Ça alourdit leur travail domestique. Nejla, une autre retraitée, confie elle aussi passer plus de temps en cuisine. Avec ses 10 kilos de tomates, elle pense pouvoir remplir 8 ou 10 bocaux de salça. C'est tout ce que son budget lui permet. Avant, j'en aurais acheté beaucoup plus. Maintenant, j'achète 1 kilo au lieu de 2, je me limite. Je ne sais pas si ça va s'arranger, mais ma patience aussi a des limites. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui espère être réélu en juin 2023, affronte le mécontentement des Turcs. Il a promis une baisse de l'inflation à partir du début de l'année. Anna Douar pour RTS Info à Istanbul. Et vous aurez peut-être l'occasion de goûter certains de ces produits si vous vous rendez en Turquie, ou pas si, comme beaucoup d'autres touristes, vous avez décidé de vous rendre au Tessin pour les vacances d'automne, ce qui réjouit le milieu. Au sud des Alpes, 2022 est même en passe de battre les excellents résultats de 2019. C'est que pendant la crise sanitaire, de nombreux établissements ont misé sur la fidélisation de la clientèle, un travail qui paye notamment pour le Campo Felice à Tenero, le plus grand camping de Suisse. Son directeur Simone Patelli affiche un large sourire. Oui, ça va très bien. Maintenant, on est presque plein. On arrive ce soir à 98%. Et la saison, jusqu'à maintenant, c'est plus 20% de 2019. Donc, on est très content. Peut-être aussi la météo qui aide. Maintenant, c'est très, très joli. Ça aide aussi la fidélité qu'on a fait l'année passée. On a très bien travaillé. C'est la qualité des infrastructures, mais aussi la qualité du personnel. Francfort, il ne vous a pas joué un mauvais tour parce qu'on voit qu'un certain nombre de Suisses sont quand même attirés par des vacances à l'étranger. Oui, jusqu'à maintenant, on a vu des clients qui sont partis à l'étranger, mais pas beaucoup. L'Italie, c'est aussi devenu plus cher. Et chez nous, les prix sont les mêmes et la qualité, c'est toujours très, très haut. Et chez nous, normalement, on va jusqu'à la fin d'octobre, au début de novembre. Et l'Italie, dans le camping, normalement, ils vont fermer avant. Ils vont fermer à la fin de septembre. Donc là, c'est presque tout fermé. Et c'est un avantage pour vous? Oui, nous, on est très, très contents qu'il y en a plus de clients. Des propos recueillis par Nicole Della Pietra. Et autre ambiance à Paris, oui, où la semaine de la mode s'achève aujourd'hui, Margot. Et oui, outre les strass et les paillettes, ces défilés de mode réservent souvent leur lot de surprises, comme par exemple cette robe créée de toutes pièces en direct en moins de 10 minutes sur scène la semaine passée. C'était lors du défilé Coperni. Avec les projecteurs et réseaux sociaux braqués sur ces moments, des revendications plus politiques peuvent aussi surgir. Natacha Van Kutsem. Dernier exemple en date, dimanche dernier, le rappeur américain Kanye West fait l'ouverture tout de noir vêtu du défilé Balenciaga. Le styliste de cette maison s'appelle Demna, un créateur géorgien très concerné par la guerre en Ukraine. Enfant, l'homme a fui la Géorgie en guerre avec la Russie pour trouver refuge en Ukraine. Demna a donc mis en scène un Kanye West, tenue sombre, visage fermé, marchant sur un chemin de boue, la boue comme référence au conflit. La note d'intention de ce défilé était on ne peut plus claire, faites l'amour, pas la guerre. Dans les défilés de mode, les revendications politiques sont assez rares pour être remarquées. C'est la force du vêtement, selon Stéphane Bonvin,
journaliste spécialisé dans la mode. La mode, dans ce cas-là, peut être un vecteur intéressant parce que la mode, c'est de la pop culture. On comprend tout de suite, on assimile tout de suite et on s'identifie tout de suite. Le vêtement est de toute façon toujours lié d'assez près aux révolutions. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est parti du voile et d'une mèche de cheveux. Mai 68, c'est parti des mini-jupes, même si derrière il y a bien plus que ça et bien plus profond, beaucoup plus large. Mais le vêtement est un excellent moyen de pop culture, un média de pop culture pour revendiquer des messages compris tout de suite et qui sont très faciles à incorporer et auxquels on s'identifie très très bien. L'engagement politique du créateur géorgien Demna ne s'arrête pas au prestigieux défilé. Il est devenu cet été l'un des ambassadeurs d'une plateforme qui collecte des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine. En tennis, enfin, Jill Teichmann est éliminée du tournoi d'Ostrava en République tchèque. Elle s'est inclinée 7-6, 7-6 devant la Tchèque Tereza Martinkova. Élimination hier aussi de Stan Wawrinka au tournoi d'Astana au Kazakhstan. Votre journal, Margot Regard. Merci beaucoup, Margot. On fait le point sur la route. Infotrafic RTS. Sur l'A9 Martigny-Lausanne, les automobilistes sont à l'arrêt entre l'échangeur Vevey et le tunnel du Flonzalais en direction de Lausanne. Une panne de véhicule et un accident provoquent des retards de près d'1 heure. Et puis sur la 1 Genève-Lausanne, un autre accrochage est à l'origine d'une colonne entre Coppet et Gland. Le temps de parcours en direction de Lausanne est prolongé de près de 3 quarts d'heure. À 7h16, autour de la table de ce mardi, Frédéric Mamaïs, Alter Eco, les taux se resserrent sur nos porte-monnaies. Eh oui, et je vous parlais d'une tempête parfaite, pas la tempête en Floride, hein, non, une tempête qui va peut-être arriver en Europe, qui arrive déjà en Europe et peut-être en Suisse. Je ne sais pas si elle était parfaite, la tempête en Floride. Oui, c'est vous qui le dites. David Berger, on reste dans le sujet avec votre invité ce matin, le journaliste économique Beat Kapler. On peut le dire qu'on reste dans le sujet. Si je vous dis prix de l'électricité, vous me répondez aïe aïe aïe. Si je vous dis gaz, au secours. Si je vous dis caisse maladie, non, jetez plus. Beat Kapler, lui, il croit à la fortune pour tous. C'est le titre de son dernier livre qui fait rêver, bien évidemment. Alors on va le prendre au mot. Quelle est votre potion magique, docteur Kapler? On le retrouve à 7h35. A tout de suite. RTS La Première, Valérie Auer. 7h17, Alter Eco. Alter Eco avec Cara, votre partenaire pour le dossier électronique du patient. Cara.ch. Frédéric Mamaïs, entre les hausses de prix dans l'alimentation, l'énergie et le bond des primes maladie, les Suisses iraient au-devant de ce qu'on appelle une tempête parfaite. L'expression est en tout cas de plus en plus utilisée. Traduction pas très heureuse de l'anglais perfect storm, ce moment où plusieurs crises graves surviennent de façon simultanée, j'allais dire traverse, oui aussi, et dont les conséquences sont imprévisibles. Est-il besoin de refaire la liste? L'inflation inquiète, même si on l'a vu hier, elle marque un coup d'arrêt en septembre et elle était d'ailleurs en train de ralentir jusqu'ici. On est actuellement à 3,3% sur un an. Gentiment, le renchérissement fait son nid. Toutefois, dans notre ménage, des aliments de base comme les pâtes augmentent de plus de 10%. Un foyer dépensait en moyenne 535 francs chaque mois pour l'alimentation début 2020 contre 586 francs environ actuellement. On parle donc de 50 francs de plus. Et dans notre panier de courses, c'est pas encore la tempête. Non, même s'il faudrait quand même avaler les 27% de hausse moyenne du prix d'électricité et la nouvelle augmentation des primes maladie, évidemment, mais pour l'instant, la consommation intérieure reste encore robuste. L'une des clés de cette solidité, on le sait, c'est le marché du travail en très grande forme. 100 000 postes vacants même, élément décisif. Quand on a moins peur de perdre son emploi, on consomme plus facilement. L'îlot de cherté est presque un îlot de bonheur face au reste du continent. Selon l'OCDE, la confiance des consommateurs européens n'a jamais été aussi basse qu'en ce moment. Même pendant la pandémie, les Européens n'avaient pas autant broyé du noir. En Allemagne, par exemple, le gouvernement utilise un ton carrément alarmant. Le ministre des Finances parle d'avalanche qui frappe le pays entre les prix de l'essence, des combustibles, les pénuries. Le ministre de l'Économie va plus loin. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité, dit-il en substance à ses citoyens. Pendant ce temps, pas de fanfaronnade en Suisse. Chez nous, quand même, l'euro va plier, mais ne devrait pas rompre, si l'on en croit le directeur adjoint du SECO, Eric Scheidegger. La Suisse, dit-il, peut éviter une récession et une fois passé l'hiver, il y aura un effet de rattrapage l'été prochain. Bon, regardons l'image de cette Suisse, havre de tranquillité, encore protégée d'une tempête parfaite. Avouons que les clichés, quand ils n'ont pas la vie dure, on le mérite au moins de nous rassurer. Merci beaucoup Frédéric Mamaïs. Alter Eco avec Cara, votre partenaire pour le dossier électronique du patient. Cara.ch. À 7h19, ça fait partie de nos grandes prises de conscience de l'été. L'importance de la gestion de l'eau, ne pas la gaspiller, éviter les fuites, limiter notre consommation. Certains cantons, on s'en souvient, ont carrément interdit l'arrosage du jardin. L'eau, un bien précieux pour l'agriculture, pour notre quotidien aussi et pour la plupart des industries également. Sa gestion devient aujourd'hui un vrai business et les innovations sont là. Bonjour Dominique Choffa. Bonjour. Une multitude de produits se développent aujourd'hui, Dominique, pour nous aider à limiter notre consommation d'eau.
Eh bien oui, les produits innovants émergent tout au long du cheminement de l'eau, à partir de son pompage, pendant son traitement, jusqu'à sa distribution pour arriver dans nos robinets. De nombreux outils digitaux fournissent toutes sortes de renseignements sur la qualité et sur la quantité de l'eau utilisée. Et pourtant, il arrive encore trop souvent que l'eau s'écoule sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Et certaines solutions pourraient nous alerter. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, les capteurs fournis par une start-up romande, Drupal. Elle a entre autres intégré de tels capteurs dans une fontaine à eau à la caserne des pompiers d'Orbe dans le canton de Vaud. On y va. Là, on a le pré-filtre et puis sur la bonbonne de gaz, ça c'est la quantité pour la bonbonne, donc elle est pleine, et puis là on a la pression pour l'eau gazeuse. Cette fontaine à eau de l'entreprise WaterTech, elle prélève directement l'eau potable depuis un robinet. Elle la rend fraîche, cette eau, voire pétillante selon les utilisateurs. Et la technologie de Drupal permet de gérer cette fontaine à eau à distance en la rendant plus intelligente, comme l'explique le fondateur de cette start-up, Ramzi Bouzerda. Drupal utilise l'Internet des objets pour connecter les objets qui consomment de l'eau et qui sont hors radar aujourd'hui de la surveillance de la consommation. L'utilisateur a une application sur son téléphone. Typiquement, si une chasse d'eau coule de manière permanente, il va être notifié, il va pouvoir agir directement sur cette chasse d'eau. Ça arrive très souvent dans les centres commerciaux, typiquement les aéroports. Ici, pour la fontaine, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des fuites. Ou alors, typiquement, que le filtre doit être changé à une période bien déterminée. Éviter certains arrosages excessifs, détecter des dégâts ou d'éventuelles fuites. Les clients de la start-up sont pour l'instant des entreprises. Dans le cas présent, on est donc avec le major Jonathan Gombert. Il commande le centre d'intervention de la plaine d'Orbe. Et la nouvelle fontaine à eau installée, elle sera utilisée par une 60aine de pompiers. Déjà par confort pour nos pompiers. Et puis c'est aussi notre manière de participer à l'empreinte écologique, on va dire, en évitant des bouteilles en pète, du gaspillage de bouteilles inutiles. C'est un double avantage, c'est de voir un petit peu ce qui est consommé. Et puis, en période aussi de restriction d'eau telle qu'on peut le vivre ces derniers temps, c'est aussi important de voir où on se situe. Là, on ouvre le système. Là, typiquement, on va voir le système Drupal en fait ici. On voit le débitmètre ainsi que le module de communication qui est juste là. À chaque intervention, les pompiers utilisent plusieurs milliers de litres d'eau. Une fontaine à eau intelligente, connectée, ça peut paraître une goutte d'eau dans l'effort environnemental au propre comme au figuré. Il faudrait plutôt installer des capteurs sur les bornes hydrantes, comme le confirme Ramzi Bouzerda. Comme elles sont très bien dispersées sur le réseau, les connecter permettrait de créer un maillage de données sur le réseau d'eau, qui serait plus dense que mesuré au point de terminaison dans les immeubles ou alors au réservoir, comme vous dites. Il n'y a plus qu'à boire. Plus qu'à boire. Dominique, comment expliquer que les entreprises et surtout les communes ne s'emparent pas davantage de ce type de produit ? La première contrainte est financière, l'argent toujours. La seconde est législative. Et la troisième est plus vaste, liée à la faible prise de conscience du problème. C'est l'avis de Nicolas Lorne. Il est président et cofondateur de Waterpreneur. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement avec la problématique de l'énergie. Il y a actuellement un accompagnement fort au niveau des autorités publiques en termes de promotion, par exemple du photovoltaïque, de la géothermie, avec notamment des subventions. Au niveau de l'eau, il faudrait imaginer des programmes d'accompagnement incitatifs du même ordre. Et j'aime bien citer l'exemple qui est donné par notre partenaire Solar Impulse, Bertrand Picard, qui a un programme que je trouve très intéressant qui s'appelle Prêt à voter, qu'il a mis en avant auprès des parlementaires français et qui consiste à leur proposer une 50aine de solutions en leur disant ces solutions-là, elles sont innovantes, il faudrait que vous votiez dans les lois des standards qui font que ces solutions s'imposent au marché. Voilà, Nicolas Lorme, président et cofondateur de Waterpreneur. Bonjour Sébastien Apotello. Bonjour. Vous êtes le chef du service de l'eau de la ville de Lausanne. On entendait des programmes d'accompagnement incitatif comme pour l'énergie, mais pour l'eau, ça devrait être le cas. Vous partagez ça ? Pourquoi pas, mais c'est vrai que le domaine de l'eau est un domaine un peu particulier parce qu'il est autofinancé. Ça veut dire que c'est les taxes liées à l'eau qui permettent en fait de gérer toute l'infrastructure, de pomper l'eau, d'amener l'eau jusqu'à chaque bâtiment.
Donc les programmes incitatifs, il faudrait qu'ils soient bien ciblés sur des problématiques précises. Vous, concrètement, vous utilisez déjà des produits innovants dans votre service? J'imagine que oui. Alors oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années dans le domaine des analyses de l'eau, dans le domaine des différents capteurs pour surveiller le réseau. On utilise par exemple des capteurs sur les bornes hydrantes pour surveiller le réseau au niveau des fuites. Donc beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses se font maintenant dans la numérisation pour mieux gérer l'eau, pour optimiser les réseaux d'eau. Et est-ce que ça évolue dans un rythme acceptable ou c'est trop lent? Parce qu'on a l'impression tout d'un coup d'un focus alors sur l'énergie, le gaz et puis maintenant l'eau, on a mesuré ça cet été vraiment. Est-ce que ça va assez vite? Je pense que c'est difficile d'aller beaucoup plus vite. On est quand même dans un domaine où les infrastructures sont faites pour durer des décennies. Donc les stations de traitement, les conduites, tout ça, c'est des infrastructures qui durent 8 ans, 100 ans. Bon, les usines un petit peu moins, mais enfin voilà. Et puis je dirais qu'il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans des effets de mode où on se mettrait à mettre des capteurs partout qui sont quand même consommateurs de ressources, d'électricité, pour un gain qui n'est pas certain. Donc il y a des évolutions, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne s'agit pas non plus forcément d'équiper chaque robinet n'importe où de capteurs intelligents. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas en pénurie totale d'eau si vous parlez d'effet de mode. C'est un peu ça l'équilibre actuel dans lequel on se trouve. Alors les situations sont tellement différentes d'une région à l'autre que c'est toujours difficile de généraliser. À Lausanne, on a énormément de chance avec le lac Léman. On n'a pas de problème de ressources. On pompe l'eau dedans pour alimenter la ville. Ouais. Exactement. On pompe, donc c'est une consommation d'électricité qui est pas négligeable. On est un gros consommateur d'électricité. Par contre, ramener par habitant, ça représente au final pas énormément de choses par personne. Donc, il faut aller dans le sens de faire des économies, mais on n'est pas non plus en situation de panique ou de dire attention, arrêtez de consommer de l'eau. Alors, l'utiliser vraiment avec parcimonie, faire attention. Mais voilà, les choses fonctionnent quand même bien. On a le lac à Lausanne, on en est très content. Si on reste sur l'exemple de Lausanne, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus, très concrètement, aujourd'hui, pour économiser, veiller davantage à notre consommation d'eau, si je suis un particulier ou si je suis une entreprise? Les comportements individuels sont très importants parce que selon la manière d'utiliser l'eau, on ne va pas arrêter de faire des lessives, arrêter de se doucher. Par contre, on peut consommer du simple au triple, au quadruple, selon la longueur des douches, si on ne remplit pas les machines à laver, etc. On va avoir un impact beaucoup plus important. Donc je pense qu'en utilisant déjà l'eau avec parcimonie, intelligemment, en faisant des douches assez courtes, par exemple, des choses comme ça, on peut déjà réduire beaucoup les consommations d'eau. Il faut savoir que depuis les années 90, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des baisses de consommation d'eau très importantes, des consommations individuelles, qui ont plus que compensé l'augmentation démographique. Donc, les efforts ont été faits. On n'est pas dans une situation où on a continué à consommer plus d'eau. Il y a des appareils qui sont devenus plus économes. Il y a beaucoup d'industries aussi qui ont fait des gros efforts pour réutiliser l'eau, l'utiliser en circuit fermé. Donc, on est quand même, il ne faut pas non plus croire, on est dans une situation où on utilise assez bien l'eau. On peut faire des progrès. On va essayer, par exemple, à Lausanne, de rechercher une manière encore plus active les fuites, parce que les fuites, c'est vraiment de l'eau qui est perdue pour tout le monde, de l'énergie utilisée pour rien. Donc là, il y a des évolutions technologiques qui permettent d'aller plus loin. Dominique nous le disait tout à l'heure, les communes qui ne s'emparent pas toutes de ces innovations. On l'entend, Lausanne le fait, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Principalement parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des problèmes législatifs, parce qu'il y a aussi une prise de conscience trop lente. Vous confirmez, vous le constatez également, ça ? Alors oui, parfois, on a aussi un petit problème, enfin pas un problème, mais une question législative, c'est que le distributeur d'eau distribue l'eau jusqu'à l'entrée du bâtiment. Et ensuite, c'est chaque propriétaire qui est responsable de distribuer l'eau dans son immeuble. Et que ce soit pour des questions de qualité ou de consommation d'eau, c'est vrai que c'est du côté du propriétaire qu'il y a des efforts à faire. Donc c'est parfois là qu'on a aussi des difficultés, parce qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre en tant que distributeur d'eau pour influencer ses propriétaires. On entend bien, c'est le dernier palier qui est dans le domaine privé. Sur le prix, est-ce que le prix de l'eau aujourd'hui est juste ou trop faible par rapport à l'importance de cette ressource ? Alors dans le prix de l'eau, il y a deux choses. Il y a le prix de l'approvisionnement en eau potable et ensuite il y a le prix de l'assainissement, tout ce qui est évacuation des eaux, épuration. Alors tout dépend des communes. Les prix de l'eau varient vraiment de commune en commune, distributeur d'eau en distributeur d'eau. Lausanne, on est à un prix où, par exemple, qu'on se fasse une idée? Aujourd'hui, on est dans un prix moyen, légèrement supérieur pour l'eau potable et plutôt bas pour l'assainissement.
Les taxes d'assainissement vont probablement augmenter parce qu'il y a une nouvelle station d'épuration à construire. Et là, c'est un exemple assez concret. On veut mieux préserver la ressource, le lac Léman, en traitant les micropolluants, en renouvelant complètement la station d'épuration. Le prix de l'épuration va augmenter forcément. Et pour l'eau potable, on est relativement stable par contre. On a pu baisser même un peu. Ouais, les enjeux importants de l'eau. Merci beaucoup en tout cas d'être venu quelques instants dans cette matinale. Sébastien Potello, chef du service de l'eau en ville de Lausanne. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. La météo de ce mardi, du stratus en dessous de 1000 mètres ce matin. Sur le plateau, ça va se dissiper d'ici midi. Du soleil, sinon partout pour cet après-midi. Les températures 10 à 12 degrés actuellement, 18 dans l'après-midi, 21 en vallée. La première vous offre l'heure. 7h30 sur la première. Le rappel de l'info, Sandra Viscardi. Pour la première fois depuis 5 ans, un missile nord-coréen a survolé le Japon. Il s'est abîmé dans le Pacifique après avoir survolé le nord de l'archipel nippon. Un missile balistique de moyenne portée selon l'armée sud-coréenne. Une provocation pour Séoul qui se réserve le droit d'une réponse ferme et appropriée en collaboration avec Washington et la communauté internationale. Donald Trump porte plainte contre CNN. L'ancien président américain accuse la chaîne de télévision d'information américaine de le diffamer pour l'empêcher de se représenter à la présidentielle de 2024. L'ancien locataire de la Maison-Blanche lui réclame 475 millions de dommages et intérêts. En Iran, le guide suprême de la révolution accuse le grand Satan américain et Israël d'être derrière les manifestations qui agitent le pays depuis 3 semaines. C'est la première fois que l'ayatollah Ali Khamenei sort de sa réserve depuis le début de ce mouvement réprimé dans le sang par ses policiers. Déjà près de 100 morts. En Suisse, les électriciens s'énervent de la lenteur du Conseil fédéral qui n'a toujours pas lancé la moindre ordonnance pour gérer la probable pénurie énergétique. Les producteurs ne savent pas à qui et comment ils devront réserver leur courant. Les investisseurs inquiets des futures restructurations chez Crédit Suisse. L'action de la deuxième banque helvétique a bouclé en repli à 3,94 francs hier soir, mais dans la journée, elle ne valait guère plus de 3,50 francs. Les investisseurs retirent leur bille parce qu'ils craignent la faillite. 972 Suisses ou résidents suisses ont décidé d'en finir en 2020. Pour la première fois depuis 1964, le nombre de suicidés en Suisse est passé sous la barre des 1000 par année. Mais les suicides chez les femmes de moins de 25 ans ont augmenté. Ce seraient elles qui ont le plus mal vécu le confinement de la première vague de coronavirus. Bruxelles prépare une directive sur le télétravail. Des négociations sont programmées aujourd'hui entre patrons et syndicats. La pratique a fortement augmenté pendant la pandémie et certains salariés ne veulent tout simplement plus reprendre le chemin du bureau. 7h32, nous sommes en direct d'un lieu un peu particulier ce matin à l'occasion de la journée mondiale des animaux. Fouad Boukari, où êtes-vous Fouad ? Eh bien, je suis au crématoire animalier de Lausanne, à Vidi. On est à quelques pas du lac et à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Un lieu qui fait écho à cette date, Valérie, du 4 octobre. Ça a été choisi en 1931 pour célébrer les animaux parce que c'est le jour dans le calendrier pour les catholiques de Saint François d'Assise, le saint patron des animaux religieux qui a œuvré toute sa vie pour le respect et leur protection. Et c'est donc dans un lieu comme celui-ci que certaines viennent pleurer avec une certaine spiritualité la perte de leurs animaux. Et la particularité de ce crématoire, Valérie, c'est qu'il y a tout un accueil qui est organisé. Et cet accueil, c'est Magali Corset, conseillère, qui le réalise et qui vient donner un soutien, on va dire, un peu psychologique, soutien moral à ceux qui ont perdu leurs animaux de compagnie. Et ce soutien se fait notamment dans un salon qui a été aménagé avec un petit canapé, avec une corbeille pour accueillir les petits animaux, avec aussi tout un choix d'urnes dans cette étagère qui est devant nous. Et Magali, vous, votre rôle concrètement, en quoi il va consister ? Alors, lorsque le propriétaire a la perte de l'animal, moi, je vais les accueillir ici. On va regarder ensemble quels sont les vœux pour l'incinération, s'ils veulent récupérer les soins de leur animal ou pas. Après, il y a tout un moment quand même aussi d'accompagnement où je vais, si le deuil est difficile, je vais essayer de faire de mon mieux pour les aider dans ce moment-là. Une fois que j'ai tous les vœux pour l'incinération, les propriétaires peuvent se recueillir un moment avec leur animal. Voilà un petit peu ce que je fais à ce moment-là. Voilà, donc plus vraiment de tabou, Valérie, pour accompagner son animal une fois que celui-ci est mort. On l'entend effectivement. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Fouad, après la crémation ?
Alors il y a donc deux possibilités, ou soit le propriétaire repart avec une urne et les cendres de l'animal, ou bien il peut faire le choix d'aller au nord de Lausanne, au-dessus des Palinges, et c'est là où se situe le refuge Sainte-Catherine. Ils peuvent disperser dans un lieu qui s'appelle le Jardin du Souvenir les cendres de leur animal, ou alors le placer dans une des 50 concessions qui contiennent une ou plusieurs urnes qui sont louées à l'année, des petites tombes, mais cette fois aucune référence à des textes bibliques ou d'autres religions, rien de tout ça n'est autorisé. Il s'agit de faire une différence entre les animaux et les croyances de leurs propriétaires selon le refuge. En tout cas, Valérie, cette date du 4 octobre, c'est aussi tout simplement l'occasion de profiter de cette journée pour soutenir un refuge ou alors pour passer un peu plus de temps avec son animal de compagnie. Merci beaucoup, Fouad Boukari. Vous étiez en direct du crématoire pour animaux du côté de Lausanne. Bonne journée à vous, Fouad. RTS La Première, l'invité de la matinale. 7h35, inflation, conjoncture économique, comment la Suisse s'en sort. David Berger, le journaliste économique. Beat Kapler est votre invité ce matin. Bonjour Beat Kapler. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Berne, Beat Kapler, de Hinterkappelen. Vous avez été très tôt habitué à fréquenter une PME. C'était celle de votre papa qui était patron d'une menuiserie. Vous décryptez depuis un moment la vie politique et économique de la Suisse avec délice. Il y a tout juste 30 ans, vous acheviez votre parcours de syndicaliste à l'USS et vous êtes devenu un économiste, on va dire libéral, à la langue plutôt bien pendue. Alors que tout le monde parle de prix de l'énergie, Beat Kapler, de blackout, d'inflation, de récession. Dites-nous, comment va la Suisse économique aujourd'hui si on devait poser un regard? Bon, je crois qu'on va assez bien si on compare avec les situations à l'étranger. L'inflation est modérée mais sensible. Ensuite, les prix de l'énergie, on le digère jusqu'à présent. On a beaucoup d'eau nous-mêmes. On vient d'en parler d'ailleurs. Il y a aussi l'électricité qui est alimentée aussi par les stations à pompage dans les Alpes. On gagne même en important les excédents d'électricité produits par le solaire et les éoliennes. L'éolienne, Voilà, on les revend à prix fort plus tard à l'Europe. Donc la situation n'est pas dramatique. Le franc suisse a baissé. Heureusement, elle a augmenté. Je l'ai demandé à la Banque centrale il y a 2 mois. Elle a tardé à le faire parce qu'en augmentant le cours du franc, ou laissant flotter le cours du franc vers le haut, elle minimise le risque d'inflation importée. Et nous sommes là donc dans une situation assez heureuse. Et disons, avec le départ du conseiller fédéral Maurer, on peut quand même constater que les finances publiques à la Confédération, mais aussi au niveau inférieur, sont intactes. Vous dites que si ce franc reste fort, ou est encore plus fort, l'importation de l'inflation sera plus faible. Ça veut dire que si l'Europe dérape, la Suisse ne va pas être touchée dans quelques mois? Non, on sera peut-être touché dans un premier choc du côté des exportations. C'est possible, parce que les exportations doivent s'adapter à un franc plus fort, mais l'importation, du coup que le franc augmente, devient moins cher en francs et nous épargne donc l'inflation. On a pris une bonne nouvelle hier. L'indice des prix à la consommation a reculé, alors très légèrement, 0,2% durant le mois de septembre. Est-ce qu'on peut croire que c'était le pic de l'inflation déjà ? Oh, je ne pense pas. Il y a quand même beaucoup qui est dans le pipeline. Les salaires, un jour, vont se ressaisir. Les entreprises vont répercuter l'inflation sur leurs propres produits. Je crois, pour l'instant, c'est un peu les fluctuations du pétrole, du gaz, qui actionnent ces petits reculs. D'ailleurs, aux États-Unis et en Europe, aux États-Unis surtout, on a vu aussi des baisses de 0,2%. Mais rappelons quand même qu'ils ont une inflation de 9%. Donc pour fêter ça, c'est un peu trop tôt. Oui, et on rappelle aussi que l'électricité va augmenter, le prix de l'électricité va augmenter de manière substantielle au début de l'année prochaine. Beat Kapler, vous venez de publier un nouveau livre au titre clinquant et prometteur de lendemain qui chante, Vermögen für alle, alors en français, la fortune pour tous. Ça fait un peu titre de charlatan, non? Ça, la fortune pour tous. On vient vous promettre la fortune pour tous. C'est vrai, c'est possible ça? Je me suis permis ce
ce petit clin d'œil populiste, mais je ne parle pas de conseil en placement, je parle en tant que macroéconomiste. Je me concentre sur les mécanismes économiques qui, dans le futur surtout, peuvent assurer une meilleure répartition des fortunes. Beaucoup de monde se plaint de cette concentration. On parle de 1% qui possède tant de pourcents de la fortune nationale aux États-Unis. En Suisse, voilà, en Suisse c'est 40, aux États-Unis 42. On se plaint de ce pourcent, mais les autres 99% ont droit aussi à la fortune, et il y a pratiquement personne qui développe des mécanismes sérieux pour inverser cette course. Pourquoi cette fortune s'amasse dans les mains de ce pourcent et que les autres regardent finalement sans pouvoir rien faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Bon, d'abord, il y a quand même une préférence pour la consommation immédiate qui promet beaucoup. Ensuite, il y a cette politique néfaste des banques centrales depuis 15 ans qui ont augmenté la valeur des financières de tout et les valeurs immobilières et qui ont grugé les ménages qui ne percevaient plus de taux d'intérêt. Les caisses de pension aussi étaient affamées. Donc, cette politique qui est en train d'être révisée maintenant, heureusement, a vraiment concentré d'une manière outrancière à cette concentration. Ensuite, demandant de responsables économiques aux syndicats, j'ai constaté que les syndicats ne veulent partout entendre d'une politique de fortune, de créer des fortunes. Des richesses. J'ai proposé à maintes reprises de faire quelque chose dans le sens, mais le président m'a répondu une fois: Béat, si ça marche, que ferons-nous? On ne servira plus à rien. En 10 sous. Donc il y a une tendance dans la gauche européenne de maintenir une clientèle qui peut être actionnée pour les élections, pour les revendications de subventions, etc. Ensuite, il y a cette concentration de la fortune par la rente foncière qui, depuis des siècles, profite à ceux qui ont des terrains, des maisons. Donc il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à cette concentration, facteurs que justement, ça et là, on peut les inverser. Alors justement, par quoi est-ce qu'on commence? Si vous étiez aux affaires, vous aviez vraiment là toutes les manettes dans les mains, vous commenceriez par quoi pour mieux répartir la richesse en Suisse? Bon, je recommande d'abord une baisse de la financialisation qui justement exacerbe la concentration des fortunes sans rien créer. C'est du papier en quelque sorte, justement créé par exemple par les banques centrales. Donc, créer des partenariats. Il y a des partenariats immense dans le monde, avec 80 000 partenaires, non pas employés, mais partenaires. John Lewis, Mondragon, les coopératives, par exemple aussi les grandes sociétés fiduciaires, très capitalistes si on veut, ne vont pas à la bourse parce qu'ils seraient dépendants des mouvements d'investisseurs. Ils sont des partenariats de 6 000 cadres qui se partagent cette entreprise. Donc du partenariat au sein de l'entreprise. De l'entreprise sans propriété financière, sans propriété dans l'action, sans propriété même pas en titre de coopérative. Ensuite, il y a les coopératives, Microcoop, Mondragon et beaucoup d'autres, qui aussi sont des entreprises parfaitement viables, modernes, innovatrices, et qui ne sont pas composées de titres de financières, qui ensuite ne contribuent pas à monter en cette concentration qui frappe les yeux. Ensuite, bien sûr, il y a la participation par les moyens de financement direct. C'est l'autre variante que je favorise. Si on veut la financialisation, alors qu'on la pratique sérieusement, participation aux actions des employés dans une entreprise avec des bourses internes pour ne pas dissiper, c'est surtout le souci des actionnaires familiaux, pour ne pas dissiper les actions. Quand on sort de l'entreprise, il y a un marché intérieur auquel on vend ces actions
de collaborateurs. Aux États-Unis, quelque part en Europe, il y a des ESOP, Employee Stock Ownership Programs. Ce sont des organisations très importantes qui conseillent comment faire, qui organisent ces marchés intérieurs, qui aussi aident à obtenir des crédits pour reprendre une entreprise. Ce sont des agences qui sont très bénéfiques, je pense, et qui font défaut dans de grandes parts en Europe. Vous parliez des OP, donc participation des employés aux actions des entreprises. Aux actions, même pour la reprise, tout simplement, de l'entreprise. Ensuite, autre variante, c'est bien sûr la propriété immobilière, directe, si possible. Et là, il faut quand même dire que... Elle est de plus en plus difficile, hein. Est difficile, et surtout la planification du terrain l'empêche. Il y a des exemples parfaits où des maisons individuelles, mais bien agencées les unes à côté des autres, ne consomment pas plus de terrain que de grands ensembles locatifs. Alors, planifions ce type de logement. Les planificateurs urbanistes créent la dépendance, tout simplement, directement, sans y penser. L'interlocuteur d'avant a mis en évidence la difficulté de partager le prix de l'eau entre le propriétaire de ces grands ensembles qui doit faire les investissements et le locataire qui n'a rien à dire mais qui consomme. Donc il y a une séparation des décisions et de la consommation avec des maisons individuelles qui ne consomment, je le dis encore une fois, pas plus de terrain que les autres. On arrive à rendre maître du jeu tout le monde et à augmenter sa propre fortune. Je reviens à la situation économique actuelle en Suisse. Vous avez dénoncé dans un précédent ouvrage le super-État, le Superstaat. Quelle aide aujourd'hui l'État, la Confédération devrait fournir directement aux ménages, à la classe moyenne aujourd'hui selon vous? Aucune. Ouais. Moi, je constate... Votre réponse ne m'étonne pas. je suis consterné de ces dépenses en dizaines de milliards par l'Italie, fortement endettée, même en banqueroute en quelque sorte, par la France, même chose, par l'Allemagne qui veut dépenser 200 milliards. Ce sont des sommes fabuleuses, faramineuses, et qui veulent compenser les hausses de prix. C'est quand même quelque chose d'inouï. Tout le monde en Allemagne, par exemple, profitera à raison, par ménage moyen, d'environ 3 500 €. Mais qui paiera ces 3 500 € dans l'avenir? Les ménages. Et pour l'instant, toutes ces dépenses, en Italie, en France et en Allemagne, sont financées par la dette qui croît et qui croît et qui croît. Et mais si on n'aide pas ces ménages, il y aura un autre problème, c'est que ces ménages eux-mêmes seront, j'allais dire, en faillite. Non, ils ne sont pas en faillite, n'exagérons pas. Il y a bien sûr à la marge quelques problèmes. Il y a l'assistance et les politiques sociales en place qui doivent suffire. Et ensuite, quand même, je parle en tant qu'économiste, au pire moment où les prix flambent, on augmente encore la demande pour ces choses, pour le pétrole, pour les prix qui ont augmenté. Au pire moment, donc, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut arriver à un tassement de la demande par ces prix élevés, et puis les prix se ressaisiront vers le bas. Et deuxièmement, cette manie de tout financer par la dette est terminée. Toutes les banques centrales ont annoncé de ne plus créer de la monnaie. Ces politiciens ruinent leur pays. Ils accumulent des charges futures sur les mêmes ménages qu'ils entendent et qu'ils promettent maintenant de favoriser d'une manière éhontée. On est retourné, l'Angleterre l'a montré avec les dépenses outrancières envisagées d'abord par Mme Truss. On est maintenant dans un état où les marchés déterminent ce que peut faire la politique parce que les taux d'intérêt vont monter cruellement si les politiciens continuent comme ça. Et c'est alors là encore que les locataires, que les personnes endettées vont trinquer. C'est une situation qui, en tant qu'économiste, est prévisible, mais qui n'est pas respectée par les politiciens. C'est de la pure démagogie.
Beat Kappeler, merci. Vous êtes notre invité ce matin. Vous venez de publier Vermögen für alle, la fortune pour tous. Et on poursuit la discussion en votre compagnie. Et vous restez avec nous jusqu'à 8h. On va passer la presse en revue avec vous. Vous allez pouvoir la commenter si vous le voulez bien. On reste dans le thème, Valérie Droux. Beaucoup de factures dans vos journaux ce matin. Des factures lourdes, celles d'électricité, mais aussi de matières premières, mais des solutions également, rassurez-vous. Le Bund met en avant les difficultés des hôpitaux bernois face à l'augmentation des prix de l'énergie. Elle les fait plonger dans le rouge, titre le journal. Le groupe Lindenhof, par exemple, qui exploite 3 cliniques en ville de Berne, il doit renouveler son contrat pour la fourniture d'électricité. Mais les différentes offres reçues jusqu'ici le crispent un peu. Entre 5 et 8 fois ce qu'il paye maintenant. Cela va représenter des coûts supplémentaires de plusieurs millions. Même problème en vue pour l'hôpital de Lille. Il consomme chaque année autant d'électricité qu'environ 10 000 ménages. L'année prochaine, il devra payer des prix 10 ou 20 fois plus élevés que ceux de ces derniers mois, explique le journal. Alors, est-ce que ça aura une influence sur les prix des prestations médicales ? Non, les tarifs sont prédéfinis, mais l'Association nationale des hôpitaux, H+, monte déjà au front. Elle veut que politiques et assureurs adaptent d'urgence les tarifs hospitaliers au renchérissement. Et en Valais, ce sont les EMS qui appellent à l'aide, lit-on dans le Nouvelliste. Les établissements, explique le journal, devront augmenter les salaires de 2,7% et assumer des hausses de prix de l'électricité et des matières premières. Ça représente 7 à 8 000 francs de plus par résident par année. Au total, ça fait plus de 25 millions pour les EMS valaisans. Les Haumes valaisans qui demandent une aide financière à l'État. Décision dans une quinzaine de jours, mais les tarifs pourraient donc aussi bien augmenter. Augmentation des prix, voire pénurie d'électricité. Je vous avais promis une solution. On la lit dans la Tribune de Genève. Faciliter la pose de panneaux solaires dans les villages en zone protégée. Pour l'instant, de telles installations, explique la Tribune, relèvent souvent du parcours du combattant. Ça se termine même parfois devant la justice. Alors oui, l'enjeu est plutôt symbolique, reconnaît Antoine Grosjean dans son éditorial. Les bâtiments protégés ou en zone protégée ne représentent qu'une minorité. Mais en politique, rappelle le journal, les symboles sont importants. Mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont prêts à casser leur tirelire pour produire une électricité propre et locale, eh bien ça brouille le message. Enfin, autre solution, traquer les endroits où on peut faire des économies d'énergie. Blick met à votre disposition un conseiller en énergie que vous pouvez faire venir chez vous. Aujourd'hui, il est dans la villa individuelle d'un lecteur à Bâle-Campagne. Isolation, remplacement des fenêtres, jacuzzi, moins chaud quand il n'est pas utilisé. L'expert donne une série de conseils. Politique également ce matin dans nos journaux avec la succession d'Uli Maurer. Et des inquiétudes pour le canton de Zurich. Le colosse veut défendre son siège. Titre d'un article dans le St. Galler Tagblatt. L'Aargauer et la Luzerner Zeitung. Le canton a presque toujours été représenté au Conseil fédéral. Depuis 1848, il a toujours été présent, sauf pendant 6 ans entre 1989 et 1995. Mais donc, ça pourrait changer parce que celui qui a le plus de chances d'être élu le 7 décembre, pour l'heure, c'est le Bernois Albert Rösti. Mais, note le politologue Claude Longchamp, l'appartenance cantonale a perdu de son importance au cours du XXe siècle au profit d'autres critères, avec en premier lieu l'appartenance à un parti. Les cantons ont d'autres moyens d'influencer la politique fédérale, notamment via les conférences des gouvernements cantonaux. Mais pas question quand même pour Zurich d'abandonner le siège d'Uli Maurer sans se battre. On pense notamment à la conseillère d'État Nathalie Rickli. No comment pour l'instant, elle est en discussion avec son parti. Mais il n'y a pas que les Zurichois à se lécher les babines devant ce siège. Les Verts aussi. Alors rien n'est encore décidé, précise Le Temps, mais ils y songent, lancer une candidature. À première vue, note l'article, l'idée paraît suicidaire. L'UDC possède une légitimité démocratique à avoir 2 sièges, avec plus de 25% de part électorale au national. C'est 13 pour les Verts. Mais ces considérations arithmétiques les laissent froids. S'ils revendiquent un siège, c'est pour changer de cap. Pour les Verts, l'UDC pêche par une forme de climato-scepticisme. S'attaquer à ce géant pourrait d'un autre côté montrer que les Verts bougent, de quoi séduire leur base et l'électorat de gauche en général, note l'article, mais ça pourrait aussi entamer leur popularité au Parlement. Le dilemme sera tranché le 18 octobre. Un sacré dilemme. Dieu et les bus à Genève, c'est tout autre chose et la relation est compliquée. Le site Watson explique ce matin que le Conseil d'État genevois va se pencher sur la présence d'une publicité sur un bus genevois. C'est une citation, ça parle de la Bible, de
Dieu, tu es le Dieu qui me voit. Une pub placée par un client proche des évangélistes depuis un an. Des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux dénonçant du prosélytisme. Le député PLR au Grand Conseil et vice-président du PLR genevois Pierre Cohn estime que cette publicité contrevient à la loi genevoise sur la laïcité. Loi qui précise qu'il est interdit de faire du prosélytisme, donc le recrutement des fidèles, interdit donc d'en faire de la part des pouvoirs publics ou de leurs agents. Les transports publics genevois sont une entreprise autonome, relève pour sa part un député socialiste. Bref, sollicité par Watson, le président du Conseil d'État genevois, Mauro Poggia, se dit interpellé par la question et s'y penchera. Autre religion, plus lointaine peut-être, la Grèce antique. On part pour l'île d'Eubée dans le temps, là où l'école suisse d'archéologie en Grèce achève les fouilles d'un sanctuaire unique en son genre et de son dépôt d'offrandes. Sanctuaire dédié à la déesse de la chasse Artémis. Un sanctuaire qui a une histoire agitée, que nous rappelle le temps. Son emplacement est resté introuvable durant plus d'un siècle, alors que pourtant il était documenté dans les textes d'auteurs anciens. L'énigme sera résolue en 1988 par l'archéologue et professeur de l'université de Neuchâtel, Denis Knöpfler. Il y avait une coquille dans le manuscrit. Les mesures corrigées permettront finalement de trouver le sanctuaire, dont les premiers blocs seront sortis de terre en 2017. Mais donc, ça valait la peine d'attendre. Le nombre de vestiges et leur état de conservation est unique. Magnifique. Merci beaucoup Valérie Droux. Beat Kapler, en début de revue de presse, on voyait les effets du prix de l'électricité et de l'énergie qui montent sur les hôpitaux, sur les MS, l'hôpital de Lille à Berne, qui doit payer 10 à 20 fois plus cette année que les 2 derniers mois, et puis les MS qui coûtent 7 à 8 000 francs de plus par résident par année. Malgré ce constat, vous dites toujours non, absolument aucune aide de l'État face à la conjoncture et à ces prix qui montent. Oui, parce que ces estimations du décuple ou de 20 fois de plus sont des prises de photos du moment, de l'instant, et il est absurde de croire que ces prix dureront 1 année, 2 années, 3 années. Donc il faut faire face à une hausse passagère importante, mais faire changer le cours de l'État, de ses dépenses, de ses déficits pour une chose qui est quand même prévisiblement passagère, je suis absolument contre. Vous êtes, Beat Kapler, un Bernois depuis de longues années. Vous avez grandi à Herisau, donc à Appenzellois. Je crois que vous êtes né dans le canton d'Argovie. Enfin, vous êtes quelqu'un de complètement suisse. Vous avez fait vos études à Genève. On parle de la succession du Lima horaire. Un Zurichois, c'est nécessaire, un Zurichois au Conseil fédéral. On a entendu que dans l'histoire, il y a seulement 6 ans sans Zurichois. Bon, alors, le reste, ça suffit, pourrait-on dire. on peut refaire une pause, donc, c'est ça. Voilà, donc, en tant que Appenzellois, qui je suis encore dans le cœur, je suis resté ça, on disait, on descend vers Zurich. Quand on allait à Zurich, on descend à Zurich. Donc, on n'avait pas beaucoup d'égards, disons, pour cette ville qui se gonfle, qui s'amplifie. Mais, soyez sérieux, le Conseil fédéral ne représente pas les régions. Il est le gouvernement collectif. Il représente les régions linguistiques. Là, je suis bien d'accord, mais pas les cantons. Et ce sont les conseillers aux États qui sont chargés de cette représentation, mais pas le Conseil fédéral. Donc, c'est un peu inutile d'ergoter sur ces choses-là. Si vous étiez au comité des Verts, vous lanceriez un candidat maintenant ? Oui, j'ai même installé des capteurs solaires sur mon balcon. Je n'ai pas de voiture, j'ai jamais eu de voiture. Je chauffe à 20 degrés. Ici, dans le bâtiment, c'est plus, malgré les recommandations de la Confédération. Vous avez remarqué. Voilà, j'ai ôté la veste. Ensuite, pour revenir un peu aux pénuries de toutes sortes, moi je pense qu'on doit beaucoup plus parler des économies, de ne pas utiliser autant. On parlait de l'eau, bien sûr, les capteurs, tout ça c'est important, mais le représentant de Lausanne, de la ville de Lausanne, a justement dit que c'est des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers de consommateurs qui sont à la pompe, si on peut dire. Et j'ai un petit exemple. J'ai par exemple, dans ma chasse d'eau, j'ai déposé 2 briques.
Alors, chaque fois qu'on actionne le chasseur, il y a 2 litres de moins qui partent. C'est complètement faisable. C'est faisable pour 5 millions de ménages en Suisse. Ce sont ces choses-là. Ou bien, j'ai parcouru la ville de Berne, dans la ville de Berne, qui est un gigantesque comptoir, samedi passé. Toutes les portes ont été ouvertes, toutes les portes des magasins. Et la chaleur a chauffé les Lauben, les couloirs couverts de cette vieille ville. Les arcades. Les arcades, il y a des choses très simples à faire, très simples à faire. J'ai écrit à Swisscom cette semaine qu'ils baissent la température d'environ 23 degrés dans leur magasin à la gare de Berne. Ils m'ont répondu avec un fascicule général de toutes les exploits écologiques qu'ils font, et ils disposent de 14 employés qui sont chargés de l'empreinte écologique de cette entreprise. Mais ils chauffent trop, c'est tout simple, c'est tout simple. Vos beaux conseils, Beat Kepler, à Swisscom et puis aussi à la Banque nationale suisse, je crois. Vous les avez conseillé certaines actions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité ce matin, journaliste économique, pour évaluer et analyser cette conjoncture économique actuelle en Suisse. Très bonne journée à vous, merci beaucoup. Pareillement à tout le monde. Et on se retrouve demain, quant à nous. À demain. Retrouvez la matinale en vidéo sur rtsinfo.ch, RTS Info en continu et sur les réseaux sociaux. Infotrafic RTS. Sur la 9 Martigny-Lausanne, un important bouchon reste d'actualité entre le tunnel de Glion et celui de Flonzalais en direction de Lausanne. Une panne de véhicule et un accident provoquent des retards largement supérieurs à 1 heure. Et puis prenez garde à cet embouteillage si vous débouchez du toboggan de Châtel-Saint-Denis en direction de Lausanne. Infotrafic RTS, en collaboration avec les CR